Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'atelier numéro 3 du séminaire de juin 2021 de l'AFF. L'atelier numéro 3, c'est stratégie digitale, comment construire sa rentabilité à long terme sur la collecte digitale. Nous avons le bonheur d'accueillir deux intervenantes sur cet atelier, Anne Roulier de Orixa Fundraising et Marie Bretes-Bourgeois de l'UNHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les deux bénévoles qui nous accompagnent sont Camille et Marina. Sans perdre de temps, je passe la parole à Marina pour expliquer les petites directives. Et pour prévenir, il y aura un petit sondage dans cet atelier. On vous préviendra quand vous pourrez y répondre, ainsi que les modalités pour ce faire. Marina, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous les participants. Donc, sachez que les micros sont coupés, mais vous pouvez communiquer avec nous par l'intermédiaire du chat qui se trouve en bas à droite de votre fenêtre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit sur l'onglet questions-réponses et les intervenantes vont répondre à ces questions à la fin de l'atelier. Donc, je vous souhaite un très bon atelier et je passe la parole à Marie et à Anne. Bonjour tout le monde, effectivement, bienvenue à cet atelier pendant lequel on va vous parler de comment construire effectivement sa rentabilité à long terme sur la collecte digitale. Alors on espère que vous nous entendez bien malgré le port du masque, mais en même temps on n'a pas trop le choix, donc on fait comme ça. Alors, pour peut-être que vous sachiez un petit peu plus précisément qui nous sommes, on a prévu de se présenter. Marie, je te laisse. Bonjour à tous, donc je suis Marie Bretes-Bourgeois. J'ai rejoint les équipes du HCR France en 2019 en charge de la collecte digitale du HCR en France. Avant ça, j'ai fait un petit passage au groupe SOS en responsable marketing et un passage un peu plus long au WWF France sur toujours de la collecte digitale. Et de mon côté, donc Anne Roulier, je travaille au sein d'Orixa Fundraising qui dépend d'Orixa Media et que vous connaissez peut-être. Je dirige en fait toute l'activité qu'on a justement auprès des associations et des fondations, puisque chez Orixa Media et donc Orixa Fundraising, on accompagne des structures dans leur stratégie digitale qui repose du coup sur le média publicitaire digital. Et donc pour les associations et fondations, typiquement sur les questions de collecte de fonds. Avant ça, j'ai passé plusieurs années dans des agences de conseil en collecte que vous connaissez certainement. Alors, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, on voulait faire un rapide rappel de ce dont on ne parlera pas aujourd'hui. On préfère dire les choses tout de suite, comme ça vous n'êtes pas surpris. Mais donc aujourd'hui, on va vous parler de rentabilité sur le digital, mais on ne parlera pas de cycle email. On ne parlera pas spécifiquement de base de données et de comment segmenter sa base de données. Il y aura quelques points évidemment sur des audiences et des spécificités d'audience, mais pas sur la base de données en soi. Et on ne parlera pas non plus de l'aspect créatif des campagnes. On va se concentrer sur une autre partie qui nous semblait très importante de vous présenter aujourd'hui pour la rentabilité de la collecte. Et donc, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est donc comment construire sa rentabilité à long terme sur le digital, en prenant l'exemple des derniers mois passés au HCR. Donc, c'est vrai que ces dernières années, au HCR, on a connu vraiment une collecte en plusieurs phases, des phases qui nous ont permis de nous remettre à chaque fois en question et qui nous ont permis d'améliorer petit à petit notre rentabilité. On est d'ailleurs passé d'un ROI quasiment de 0,5 à 1,13 en un an et demi. Donc, l'exemple était quand même plutôt intéressant à étudier. La première phase, c'était donc une recherche de ROI où on avait vraiment des investissements assez compliqués. Une phase 2 où on a réussi à devenir rentable, mais finalement, est-ce qu'on ne connaissait pas un plafond de verre? La phase 3, suite à un certain nombre de questions qu'on passera en revue ensemble, de comment trouver justement ce juste équilibre entre volume et rentabilité, et la phase 4 qui est la phase aujourd'hui, toujours pleine de questions après l'urgence. Comment est-ce qu'on peut continuer à construire sa rentabilité financière? De mon côté, j'ajouterai tout au long de la présentation et également en fin de présentation des points qui permettent de travailler sa rentabilité de la même manière dans une logique long terme, le tout pour avoir une amélioration continue de ces résultats, qu'il s'agisse de travailler le référencement naturel, l'acquisition de PA et bien d'autres sujets.
Ça va être le moment pour vous de répondre à notre petit sondage. Donc, dans l'onglet dédié sondage sur Swapcard, vous allez pouvoir trouver la question qu'on vous pose ici. Quel est le premier indicateur que vous suivez pour voir la performance de votre collègue digital? Vous avez plusieurs choix sur le sondage et puis vous avez certainement entendu aussi dans les quelques mots qu'a passé Marie, différents indicateurs qui peuvent être pertinents de suivre. Et nous, ça nous intéresse vraiment de savoir, voilà, justement, quel est pour vous ce qui fait la preuve de la performance de votre collecte. Est-ce que c'est le ROI? Est-ce que c'est le nombre de donateurs? Est-ce que c'est la valeur de ces dons? Est-ce que c'est un ensemble de plusieurs indicateurs ou d'autres auxquels on n'a pas pensé? Mais voilà, n'hésitez pas à répondre à ça. Vous avez le temps de la présentation de l'UNHCR pour faire ça. Bon, ça va être très rapide. Je me permets juste d'intervenir pour rappeler que le module sondage se trouve dans la discussion interactive sur le 3e onglet. Donc, n'hésitez pas à répondre. Excusez-moi. Merci. Donc, l'UNHCR, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Ça a été créé en 1950 pour porter assistance et pour apporter une protection à toutes les personnes réfugiées ou déplacées au sein de leur propre pays. Pour financer ces actions, a été développée ces dernières années une équipe PSP, qui s'appelle PSP, Private Sector Partnership. Donc, c'est vraiment une équipe de fundraising dédiée à la collecte auprès des particuliers et des entreprises. Le digital et en tout cas tout ce qu'on va passer en revue aujourd'hui est vraiment tourné vers un profil grand public, pas du tout un profil de mécène, même si on sait que le digital peut vraiment être un outil aussi pour tout type de collecte dans un programme de fundraising complet. Voilà, donc on a ce programme en France est assez récent et ce qui du coup justifie aussi peut-être de toutes ces phases que l'on va étudier en un très court temps. Finalement, ça a été créé en 2016 en France, donc on a à peu près 5 ans. 5 ans d'historique, c'est peu dans une collecte et c'est vrai que les urgences des précédents mois nous ont permis de voir beaucoup de choses en peu de temps et de pouvoir les analyser assez rapidement. Voilà pour cette rapide présentation de l'UNHCR et donc de sa spécificité en tant qu'acteur assez jeune finalement de la collecte de fonds et avec un poids du digital très, très marqué. Je vous propose, si ça convient à nos accompagnateurs du jour, qu'on fasse un petit point sur les résultats du sondage, en espérant que plusieurs d'entre vous y aient répondu effectivement. On a quelques résultats, en effet, dans l'ordre décroissant. Nous avons 26% pour le ROI. Ensuite, à égalité, à 24%, nous avons le volume des dons et toutes ces réponses. Et puis à 22%, le nombre de nouveaux donateurs. À égalité, sur une marge très faible, à 2% chacun, c'est le marge brut et autres. Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, là, vous l'avez entendu, hein, nous, on va se concentrer beaucoup sur le ROI, mais en fait, ce qu'on va vous montrer, c'est que aussi, cette réflexion autour du ROI, finalement, elle embarque beaucoup d'autres indicateurs et elle n'est pas, on ne peut pas réfléchir que en termes de retour sur investissement, sinon on est forcément contraint de se restreindre à l'activation de leviers très spécifiques et pas forcément un programme plus large qui va permettre une forte croissance. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la peine de répondre. Alors, pour parler de ces différentes phases, on fait un petit retour en arrière avec cette phase 1 qui était une phase donc, de début 2019. C'était une phase où on avait vraiment des difficultés à trouver une stratégie d'investissement rentable sur le long terme, sur la partie achat média et en digital. On avait très peu de leviers digitaux qui étaient activés, les principaux, donc du search et Facebook, d'ailleurs même pas social media, vraiment juste Facebook. Et malgré ces deux leviers qui sont vraiment des piliers normalement dans une collecte digitale et qui sont vraiment des drivers de performance et de conversion, nos ROI étaient négatifs même pendant des temps forts de campagne. On avait un ROI global sur cette première partie de l'année à 0,44. Donc, il était temps pour nous de nous poser pas mal de questions sur déjà, est-ce qu'on était capable de collecter en ligne? Est-ce qu'on était capable d'émerger parmi tous nos concurrents et comment améliorer les performances de notre activité digitale pour pouvoir financer nos actions. Donc là, effectivement, la première question qui se posait au service collecte de l'UNHCR, c'était vraiment les performances ne sont
pas du tout au rendez-vous alors qu'on a activé que des choses qui sont assez sûres, assez certaines. Comment ça se fait? La réflexion qu'on a pu mener ensemble à ce moment-là, c'était en fait de bien réfléchir à la multiplication des leviers et à leur complémentarité. On le sait, effectivement, le search est a priori le levier qui est le plus rentable en soi. C'est très rare d'investir sur Google et de ne pas retrouver ses petits. En revanche, il est dépendant forcément du volume de requêtes qui vont être faites sur la marque, l'appel à dons, etc. Bref, sur les mots-clés qu'on aura décidé de travailler. Donc forcément, quand on le prend un peu tout seul, il a des résultats qui sont ce qu'ils sont, mais qui restent contraints. Dès lors qu'on déploie un dispositif un petit peu plus large, on va justement faire accroître le nombre de personnes qui vont effectivement ensuite taper des requêtes en lien avec l'UNHCR, dont UNHCR, dont réfugiés, etc., etc. Donc, c'était vraiment la première logique, c'est de se dire les leviers ne sont pas dissociés, ils sont complètement interdépendants. Et on va pouvoir améliorer donc, le ROI ou ROAS si on parle plus spécifiquement des dépenses publicitaires, donc Return on Ad Spend, donc vraiment sur les dépenses publicitaires. Donc, pour faire ça, on va travailler l'ensemble de ces leviers et les nourrir l'un avec l'autre. Donc, le search pour travailler les audiences intentionnistes, on en a parlé, ça va être toutes ces personnes qui tapent qui font des recherches en lien avec les mots-clés sur lesquels on aura décidé d'enchérir. Le social, lui aussi, est un levier extrêmement intéressant pour travailler la notion de ROS parce qu'on se retrouve, notamment dans Facebook, dans un univers clos et rempli de données. En étant un utilisateur de Facebook, on donne des choses sur ses habitudes de consommation, ses comportements, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, sa catégorie sociodémographique, sa CSP, bref, énormément d'informations qui nous permettent à nous, dès lors qu'on fait de l'achat média, d'aller chercher des cibles extrêmement fines pour ne pas investir de manière large, mais vraiment aller chercher les personnes qui vont être les plus susceptibles d'être appétentes au don pour l'UNHCR. Donc, le social amène du trafic vers le site, amène des personnes qui vont faire des recherches en lien avec l'UNHCR pour avoir des compléments d'information. Et on a ajouté à ça le retargeting, donc RTG ici. Pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas, ne savent pas ce qu'est le retargeting, c'est vraiment aller retoucher les audiences des sites et des LP. Donc, on va utiliser le trafic qui vient sur le site internet de l'UNHCR et qui ne transforme pas, qui ne fait pas un don immédiatement, pour aller les cibler dans leur navigation digitale avec des bannières, avec des vidéos, etc., etc. Mais en tout cas, on sait qu'on a déjà un public qui nous connaît, qui a entendu parler de la marque, qui est allé sur le site, qui s'est au moins à un moment intéressé à ce qui se passait. Et donc, là aussi, le retargeting, déjà, ça fait un deuxième point d'attache, un deuxième touchpoint pour essayer de transformer la personne. Et en plus, ça fait de la présence à l'esprit et ça peut, encore une fois, nourrir le search puisqu'il peut y avoir là aussi des personnes qui vont travailler, qui vont aller chercher des informations complémentaires. Donc, la première phase, ça a été vraiment de mettre en complémentarité tous les leviers pour aller chercher le meilleur ROI possible. On a aussi travaillé à ce moment-là sur un volet prospection pour pouvoir acquérir de nouveaux donateurs via du display, donc tout ce qui va être, encore une fois, bannière, habillage, vidéo, etc., etc. À ce moment-là, c'était assez restreint. Pour éventuellement mieux comprendre comment fonctionne justement l'ensemble de ces leviers et leur complémentarité, on a souhaité vous faire un petit focus sur le tunnel de conversion. Forcément, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'aller chercher le haut de la pyramide, collecter et fidéliser une nouvelle population. Mais pour faire ça, en fait, quand on est une marque peu connue, ou quand on se lance, en tout cas, dans le digital et que nos donateurs actuels n'ont pas forcément ce réflexe-là, on va devoir montrer au reste du monde, pour le dire comme ça, qu'il y a qu'on existe, d'une part. Pour ça, donc, on va commencer par travailler la notoriété de la marque. Et du coup, pour travailler cette notoriété de marque, on va être sur des leviers qui sont très larges, très branding, qui permettent de déployer beaucoup d'éléments créatifs divers et variés. Ensuite, on va essayer de faire venir le trafic le plus intéressant
pour nous. Donc là, on vise très large. Là, on se resserre sur le trafic qui nous paraît plus intéressant. Et là aussi, ça va être beaucoup du display, de la programmatique qui va nous servir, du native également, mais en tout cas, vraiment des bannières, des créations qui vont faire ça. Mais on va commencer à avoir un travail plus fin sur la donnée et sur le type de personnes qu'on va aller chercher. Ensuite, on travaille les leviers d'engagement. Tous les leviers sociaux aident à faire cela. Parce qu'une fois qu'on nous connaît et qu'on est allé sur notre site, le premier geste qu'on peut faire et qui est relativement simple, c'est de nous suivre sur Facebook. Et ça intéresse forcément une marque d'avoir plus d'abonnés, de fans, de followers, pas simplement pour faire grossir un chiffre, mais parce que ces audiences-là peuvent être travaillées de manière spécifique sur les autres leviers. Et enfin, les leviers vraiment de pure transformation, ça va être le search, que ce soit sur le réseau de recherche Google ou le réseau de recherche Bing ou Microsoft Ads aujourd'hui. Et voilà, donc il y a vraiment un tunnel de conversion qui va d'une cible très large pour aller vers une cible très fine. Et quand on se situe, comme le faisait l'UNHCR initialement, entre guillemets, uniquement sur le haut de la pyramide, on ne peut pas voir sa collecte décoller. Donc, il faut prendre un petit peu des risques, descendre sur ce bas de pyramide pour pouvoir ensuite améliorer et faire grossir en fait le haut également. Effectivement, et c'était donc notre phase 2. Alors, avant de vraiment descendre très bas dans la pyramide, on a aussi voulu avoir des bases saines de travail, avoir des comptes search, des comptes Facebook et du retargeting qui soient rentables. L'idée étant, et ce sera toujours notre balance à aller chercher, d'avoir un ROI global qui corresponde à nos objectifs. Donc, si certains leviers peuvent être plus rentables que d'autres, mais que d'autres contribuent à plus long terme à une certaine rentabilité, par exemple ceux qui sont beaucoup plus bas sur la pyramide, on y retrouve aussi, nous, notre intérêt. On sait qu'aussi sur ces leviers, il y a tout un effet halo qu'on ne va pas pouvoir vraiment calculer. On sait que ça va aussi beaucoup jouer sur la notoriété, sur la sensibilisation auprès de nos actions qui sont, en dehors vraiment du cadre très achat média, des actions qui sont très importantes pour tous les acteurs du fundraising et du marché caritatif. Donc, phase 2, ça a été le début de la collaboration entre Orixa et le HCR. On sait qu'un début de collaboration avec une agence, ça peut être aussi risqué parce qu'il faut tout remettre à plat. Ça prend du temps. Il y a toujours cette période d'apprentissage qui est plus ou moins longue en fonction des leviers. Il ne faut pas l'oublier. La rentabilité ne peut pas arriver de la première semaine. On a entre une semaine, 3 semaines, parfois un mois d'apprentissage pour vraiment commencer à trouver un peu ses bases. C'est vrai qu'on était assez court au niveau du temps parce qu'on a commencé en septembre et on avait effectivement l'impératif de la campagne de fin d'année comme beaucoup d'entre nous en tête. Voilà, donc cette phase numéro 2, le but et l'objectif principal était le ROI ou ROS, mais en tout cas trouver une rentabilité. Donc on a multiplié les leviers et surtout on a vraiment consolidé les leviers existants, on les a rendus sains, on les a rendus vraiment une base solide pour pouvoir après aller chercher des audiences beaucoup plus larges. Des premières petites démarches de prospection ont été mises en place, comme disait Anne, mais c'était vraiment en temps de campagne, quand on voulait essayer de taper un peu plus fort, qu'on voulait essayer d'être un peu plus entendu. Et on a donc constaté que sur toute cette période, donc campagne de fin d'année intégrée, finalement, le nombre de dons était à peu près équivalent. En revanche, on avait largement augmenté notre don moyen. Donc, le ROI était forcément meilleur. Mais là, on s'est retrouvé un petit peu confronté à un problème qui était finalement, est-ce qu'on ne rencontrerait pas une sorte de plafond de verre? Au HCR, on a une notoriété qui n'est pas très forte. On est très peu connu. On a également une cause qui peut lever certaines sensibilités. On sait que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Et on s'est dit, OK, maintenant qu'on a trouvé une manière d'être rentable, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut continuer à se développer? Et comment est-ce qu'on pourrait continuer à se développer pour ne pas rester sur juste cette petite base solide? Voilà toutes les questions qu'on s'est un peu posées. C'était de dire maintenant qu'on a nos bases, très bien, comment est-ce qu'on change de stratégie? Comment est-ce qu'on va plus loin et comment est-ce qu'on peut vraiment passer à une nouvelle étape dans nos campagnes digitales? Pour ça, c'est évidemment comment élargir nos audiences pour passer ce cap. Comme le disait Anne, quand on est tout en haut de la pyramide, c'est vraiment le cœur de cible. Les personnes qui vont rechercher notre marque sur Google, on voit bien que même si c'est le levier le plus rentable, malheureusement, on ne pourra jamais faire x3 sur les dépenses parce qu'au bout d'un moment, les requêtes vont cesser. Donc, il faut vraiment se faire connaître pour qu'il y ait de plus en plus de requêtes sur nos marques. Donc, comment vraiment élargir ces audiences? Quel est le bon équilibre entre le ROI et le volume?
ça va être toujours cette balance. Cette balance, c'est de se dire à quel point on est prêt à dégrader le ROI pour avoir plus de volume et plus de donateurs. Et c'est encore une question qu'on se pose aujourd'hui. Comment investir dans la notoriété de marque tout en restant rentable. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, je pense, un peu tous en tête. On peut se dire que les investissements en communication, en notoriété, le retour sur investissement est tellement difficile à prouver parce qu'il y a cet effet halo, qu'il y a cette sensibilisation, que ça peut prendre plus de temps. Néanmoins, c'est nécessaire. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à le rendre rentable? Et si on ne le rend pas rentable, parce que parfois on ne peut pas mettre un don en face d'une dépense sur certains leviers, finalement, comment est-ce qu'on passe d'une stratégie très concentrée sur la rentabilité et le ROI à une analyse vraiment à de multiples indicateurs pour voir la performance des différents leviers tels qu'ils sont et sans se concentrer uniquement sur le ROI? Donc, en fait, pour pouvoir travailler tout ça et répondre à l'ensemble de ces questions, finalement, si on résume ce que je vais vous dire juste après, il va falloir consentir d'une certaine manière à perdre un ROI, à dégrader son ROI pour ensuite augmenter sa prospection, aller chercher d'autres leviers, tester des choses qui vont nous permettre, au bout d'un certain temps, qui peut être assez court, hein, ça dépend des structures, mais qui vont nous permettre en tout cas de retrouver de la croissance et de retrouver un ROI qui sera toujours en amélioration. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est un peu le cœur de notre message aujourd'hui, c'est pour pouvoir construire votre rentabilité, il va falloir à un moment que vous consentiez à la perdre un petit peu. Et ensuite, ça ira mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour l'UNHCR à cette époque-là, à la fin de cette deuxième phase? Il y a eu trois grandes choses qui sont restées à l'esprit et qui étaient du coup les réponses aux questions présentées juste avant par Marie. Ça a été donc de penser long terme, comme je disais, consentir à perdre du ROI pour pouvoir derrière aller plus loin et penser plutôt rentabilité secondaire que rentabilité primaire. Travailler les interactions entre la communication et la collecte. On sait que les deux sont très liés et on sait aussi que parfois dans les structures, c'est compliqué de les mettre en musique. En revanche, quand on arrive effectivement à les mettre en musique, ça a des impacts qui sont assez immédiats. Et s'ouvrir enfin à de nouvelles audiences. Ça c'est vraiment un moyen extrêmement pertinent pour l'UNHCR, pour la construction de sa rentabilité. Donc, pour pouvoir faire ces trois choses de manière simultanée, finalement, il y a eu deux piliers qui ont été travaillés. Évidemment, le premier pilier auquel tout le monde s'attend, consolider l'existant. Même si la collecte au sein de l'UNHCR France n'est pas très vieille, et à cette époque-là, elle était encore moins, il y avait quand même de beaux enseignements qui avaient été tirés des choses mises en place précédemment. Des canaux existent et permettent justement d'avoir ce socle, comme le disait Marie, solide et propre, donc search, Facebook, retargeting, nos leviers ROI. On peut les enrichir, on peut aller plus loin. Comment on fait ça? On le fait en testant plein de choses, notamment la création. On avait dit qu'on n'en parlerait pas, on en parlera un tout petit peu, mais on ne vous montre pas d'exemple particulièrement parce que ce n'est pas forcément le cœur du sujet. Il y a des choses qui sont effectivement très importantes pour la performance marketing, mais il y a aussi des moments où certaines créations fonctionnaient. C'est pas forcément le cas aujourd'hui, donc voilà, c'est un peu décorrélé si on rentre dans ce type de détails. Quoi qu'il en soit, pour pouvoir optimiser les canaux existants, on va pouvoir tester de nouvelles créations, notamment sur Facebook, des images versus des carousels, des call to action dans les photos ou pas, etc. Donc pas mal de choses qui sont possibles. Et puis tester aussi de nouveaux ciblages. Là, en restant encore une fois dans des stratégies qu'on sait fonctionner pour l'UNHCR et sa collecte, on peut aller chercher une niche, par exemple, à laquelle on n'avait pas pensé jusque-là, et en lui adressant toujours des messages, encore une fois, qu'on sait fonctionner. Pas tester dans tous les sens, mais bien tester d'un côté les créations, de l'autre côté les ciblages, etc. Et puis, évidemment, consolider l'existant et l'optimiser, ça nécessite de mettre en place un suivi le plus serré possible des performances, avec des points de contrôle plusieurs fois par mois, ce qui était le cas pour nous, ce qui n'est pas forcément nécessaire dans toutes les situations, mais en tout cas, prendre conscience de l'importance de regarder ces performances, ces indicateurs et la multiplicité justement de ces indicateurs, ça permet déjà de pouvoir éviter des pertes de rentabilité, des points de fuite à certains moments. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier. On a l'existant, on sait qu'il fonctionne, on y va, on améliore, on optimise autant que faire se peut. Le deuxième, là, c'est vraiment développer le trafic et la portée
des annonces, des messages qu'on va passer. Le premier point pour travailler ce deuxième pilier, ça a été d'augmenter, donc de faire augmenter le trafic sur les landing pages de l'UNHCR auprès d'audiences affinitaires qu'on avait définies ensemble. Ça implique quelque chose d'extrêmement important qui est du coup un changement de braquet sur les indicateurs à suivre. Dans ce cas-là, on ne va plus regarder uniquement, je mets des guillemets autour de uniquement, donc uniquement le retour sur investissement et même uniquement le volume de dons, mais on va regarder effectivement le trafic, la qualité de ce trafic. Donc combien de personnes viennent sur ma landing page, est-ce qu'ils restent longtemps, est-ce qu'ils partent vite, est-ce qu'ils partent à tel endroit ou pas, voilà, quel est leur chemin, leur cheminement sur cette LP si jamais il y a si jamais il y a des possibilités de parcours au sein de celle-ci ou pas. En tout cas, voilà, on va sortir de notre peut-être des œillères qu'on pouvait avoir précédemment qui étaient vraiment de se concentrer uniquement sur le ROI et le volume de dons, mais vraiment à les élargir parce que beaucoup d'autres indicateurs nous donnent beaucoup d'autres informations pertinentes sur la campagne et la performance. Donc, ça, c'était pour le trafic. La notoriété et l'engagement, c'est vraiment de réfléchir au bon message à adresser aux bonnes cibles pour savoir ces objectifs-là. Ça revient un petit peu à ce que je disais pour consolider l'existant, où on teste de nouvelles créations et de nouveaux ciblages. Sur l'existant, on a pu tester sans prendre beaucoup de risques, et ça nous a permis, du coup, de savoir que telle cible réagissait bien à tel type de message. Dès lors, sur la phase de prospection, on avait déjà des petites billes pour aller chercher justement la bonne adéquation sur le parcours de la personne qu'on cible. Et enfin, l'activation de nouveaux canaux, des canaux qui sont, pour beaucoup d'entre eux, plus risqués en termes de ROI. En tout cas, comme le disait Marie, des canaux sur lesquels on ne va pas pouvoir forcément mettre un don en face d'une dépense. Ça peut être plus compliqué parce qu'il y a cet effet, je reprends tout témoin, cet effet d'halo qui joue beaucoup. Mais ces canaux permettent du coup de booster finalement toute l'acquisition digitale. Ça va être donc le display, comme on disait tout à l'heure, toutes les bannières que vous pouvez retrouver dans votre parcours digital, l'email de prospection, adresser un email à des bases de prospects très très large, avoir un côté vraiment très très mass market, comme de la prospection print que vous faites certainement pour une partie d'entre vous. Essayez également de se positionner sur du native ads, donc des publicités comme du public rédactionnel, mais en version digitale. Et puis travailler de la programmatique vidéo, par exemple. Ce ne sont que des exemples, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Mais voilà, tous ces leviers-là qui nous forcent à nous éloigner d'une vision ROI primaire pour aller prendre des risques en gardant la mesure de ces risques, d'où l'importance du point de contrôle et du suivi des performances. Mais malgré tout, cet élément-là, c'est vraiment extrêmement important justement pour asseoir les bases d'une collecte digitale qui sera solide sur le long terme, qui sera dans une logique de ROI finale et qui va vraiment se permettre de travailler la valeur des personnes qu'on fait rentrer chez soi. Voilà, donc on booste l'acquisition digitale et on trouve le bon équilibre. Et donc, c'était cette phase 3, donc mis en application cette nouvelle stratégie. Alors, bien évidemment, elle a commencé en mars de 2020. Évidemment, tout ça a été largement boosté, amplifié, mais ce qui était aussi un très bon moment du coup pour nous de faire énormément de tests par toutes les urgences que l'on a connues l'année dernière. Il y a eu évidemment l'urgence Covid, mais dans notre pour le HCR, ça a commencé par une urgence en Syrie en fin février, début mars, donc vraiment très tôt au mois de mars, on a vu un pic en fait dans notre rentabilité. Donc dès mars, on a commencé à mettre en place cette stratégie à 2 piliers, un socle de base très performant et un socle pour vraiment élargir ces audiences qui permettait d'être rentabilisé par ce socle de base finalement et d'aller trouver en fait des points d'innovation aussi auxquels on n'aurait pas forcément pensé et qui finalement étaient devenus rentables et sur lesquels on peut compter par la suite. Donc on voit qu'il y a vraiment une très très nette amélioration des ROI. On est passé de, je crois que c'était 0,80 sur la phase numéro 2 à quasiment 1,90 au mois de mars, donc un énorme boost du ROI. On a vu que on peut voir aussi en fait tout au long de ces différents mois, au mois de juin, il y a eu un gros décrochage parce qu'on avait continué à investir très fortement sur des audiences plus larges et finalement sans anticiper le poids du déconfinement. Et le fait qu'en étant déconfiné, finalement, les urgences, les dons, en fait, il y a eu un décrochage assez fort.
Mais donc, si je reviens au petit point juste avant et à ce que Anne disait, le fait de faire des points très réguliers, le fait de vraiment communiquer avec son agence et de tout de suite alerter quand il y a quelque chose et que eux aussi s'en alertent, hein, c'est des deux côtés, nous a permis de retrouver dès juillet une certaine rentabilité. Évidemment, on a coupé une partie des investissements parce que la période était moins propice à de la collecte, mais en tout cas, nous, notre équilibre global, on l'a trouvé. Pour vous donner quelques petits résultats qui sont assez intéressants, surtout sur l'effet halo, parce que là, le ROI, c'est clairement le ROI, c'est un don en face d'une dépense. Mais c'est vrai que sur ces 5 mois, on a eu des résultats plutôt intéressants sur un peu cet effet halo. Donc, le ROI qui augmente évidemment, le nombre de dons qui est quasiment multiplié par 2,5 sur cette période très courte. Le nombre on en parlait au tout début, le nombre de requêtes en search sur des thématiques de marque plus don, donc par exemple faire un don, HCR, etc., a augmenté de 66%. Donc, on avait aussi des opérations de communication plus larges et via d'autres leviers qui ne sont pas en digital. Donc, c'est vraiment un effet halo global, mais cet effort global au sein du HCR et sur tous les canaux, tous les leviers, presque un peu tous les supports, enfin, tout ce qu'on pouvait activer, nous a vraiment permis de voir du coup une augmentation aussi de ces requêtes. Donc, quand on arrive tout en haut de la pyramide et qu'on se dit, OK, comment est-ce que je fais pour booster finalement le nombre de requêtes de dons plus marques pour pouvoir aller chercher plus de nouveaux donateurs ou plus de dons de la part de nos donateurs existants. Si à un moment on atteint ce plafond vert, ce qu'il faut, c'est redescendre dans la pyramide pour vraiment élargir, se faire connaître, et ça aura un impact dans des moments forts de générosité. Donc là, ça a été en début d'année, mais souvent c'est quelque chose qu'on voit aussi particulièrement en fin d'année et au mois de décembre, d'une année sur l'autre, s'il y a eu un investissement assez conséquent sur la base de la pyramide, sur des leviers un peu plus de notoriété, on voit un boost en fait et on voit une augmentation du nombre de requêtes sur Don Plus Marque. Tout ça, ça a eu un impact aussi sur le revenu organique. On a eu à peu près le même revenu organique sur les 6 premiers mois de 2020 que sur toute l'année 2019. Et évidemment, le nombre d'impressions de sessions ont tellement augmenté par rapport aux années précédentes que ça a un impact non mesurable, mais sur toute la sensibilisation à nos actions et au travail du HCR. Et là, on rejoint effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, pas ce qu'on disait tout à l'heure, pardon, mais le petit sondage qu'on vous a proposé initialement, c'est ce qui ressort, je crois, de ce que vient de vous présenter Marie, c'est que, encore une fois, on vous a présenté parce qu'on en est content et parce que c'est aussi assez facile à lire. On voit qu'en pilotant le ROI, on en voit la progression entre le début de la phase 1 et cette phase 3, 0,44 à 1,17 et 1,80 si on regarde de manière plus globale sur cette période. C'est quand même plutôt pas mal. Mais encore une fois, il va y avoir le trafic, l'engagement, le volume de requêtes, tout ce qui n'est pas du levier média digital aussi et qui va être servi par ce levier média. Il y a plein de choses qui sont à mettre en rapport les unes des autres. Donc, très rapidement, parce que ça ne doit pas être la slide la plus simple à lire, c'est pour vous illustrer un petit peu ce qu'on a mis en place en retargeting et sur le fait qu'on peut vraiment essayer d'imaginer beaucoup de choses. Donc, on va avoir un parcours de retargeting un peu basé sur le trafic naturel. Donc, quelqu'un qui viendrait, par exemple, sur la page, sur notre site institutionnel sur l'urgence Yémen. Le but étant, si le volume, évidemment, est là, de lui réexposer une bannière de don Yémen, puis le formulaire de don. Puis, si la personne fait un don, dans ce cas-là, elle sort du cycle de retargeting pour aussi baisser la pression marketing. Et si la personne ne fait pas de don, elle retourne dans un cycle de retargeting classique avec des bannières, faire un don, un peu plus de marques, etc. Donc ça, c'est un peu capitalisé sur le trafic naturel. Il y a une capitalisation sur du contenu, vraiment quelque chose qu'on peut aller chercher dès le début. Donc, par exemple, ça va être exposé avec une bannière, avec un bouton qui est « En savoir plus », pour aller chercher finalement des audiences qui ne nous connaissent pas ou peu, pour leur apporter du contenu et les convaincre de nous donner. Donc là, ça va être une bannière qui va amener sur une landing page avec du contenu. Et si la personne n'a pas fait de don à la suite de la lecture de la page, pouf, une bannière avec un appel à don et retargeting sur du coup le formulaire qui va avec le premier contenu proposé. Donc là, on est vraiment sur une logique de contenu. On va avoir une logique de comportement aussi, du retargeting sur, par exemple, les visiteurs du formulaire de don qui n'ont pas converti, qui ont abandonné un panier, etc., etc. Et le dernier type de parcours qu'on pourrait imaginer, qu'on a mis en place récemment, c'est vraiment concentré sur de la data. Donc, c'est là où nos discussions de base de données s'arrêteront. Mais donc, on a importé notre base de données dans des outils pour aller chercher en fait finalement des profils jumeaux à nos donateurs et aller essayer de les convertir via du display.
Et après, toujours avec le même cycle, s'ils donnent, s'ils ne donnent pas, etc., ils sortent de ce cycle de retargeting. Donc là, on vient de voir effectivement tout ce travail qui a été fait autour de... on va commencer à introduire une notion sur laquelle on va revenir un peu plus tard dans la présentation, mais une logique de parcours finalement par rapport à du contenu, de la typologie, etc. etc. On peut travailler son levier média de manière différenciée et ça, c'est ce qui nous semble être le cœur finalement de la bonne construction d'une stratégie digitale qui sera rentable. À côté de ça, évidemment, on ne peut pas le mettre de côté pour pouvoir travailler sa rentabilité. Depuis le début, on vous parle beaucoup de dons ponctuels. Tout ce qu'on vous a présenté, c'est plutôt pour booster la collecte en dons ponctuels. Évidemment, l'UNHCR, comme beaucoup de structures, a bien en tête aussi l'intérêt d'avoir une collecte qu'on va appeler sécurisée, en tout cas une collecte en prélèvement automatique qui grossit pour pouvoir là aussi asseoir une rentabilité, en tout cas commencer l'année en étant un petit peu plus serein. Pendant cette phase-là dont on vient de parler, donc, qui a eu lieu globalement pendant le premier confinement, on a connu un véritable essor du lead to call, donc de ce dispositif qui consiste à acquérir des leads, donc des données sur des personnes avec nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone, qui sont ensuite transférées de manière immédiate sur un call center qui va derrière appeler les personnes en question pour leur proposer de devenir donateurs réguliers pour l'UNHCR dans notre cas. Cette phase 3, elle a été extrêmement marquée par justement cet essor du lead to call. On voit une évolution très très large de ce sujet-là, avec notamment une demande multipliée par 4 sur la période. Donc si auparavant un fournisseur de leads comme nous pouvait, je ne sais pas, fournir 100 000 leads par mois, d'un coup on est passé à 400 000, c'était assez énorme du jour au lendemain. Et l'UNHCR a bien pris également ce tournant-là, on va dire. Évidemment, cette mécanique prenant de plus en plus de place, ça a impliqué une réflexion, une évolution en fait en termes de technologie pour travailler bien entendu la qualité du lead parce que c'est pas parce qu'on en veut plus qu'on en veut des moins bons, mais en revanche comme on en veut plus, il faut que ce soit le travail sur la qualité est un petit peu différent. Du coup voilà, il y a vraiment eu une évolution dans les développements technologiques qui ont été apportés sur les différentes solutions d'acquisition de leads chez nous et chez d'autres contraires également. Et puis, d'un coup, les structures ont dû s'arrêter de faire du street, bien entendu, il n'y a pas le choix. Et cette bascule vers le lead to call a permis aussi d'aller chercher des profils qui sont extrêmement intéressants pour, encore une fois, travailler son retour sur investissement au global et sa collecte de manière générale, parce qu'il y a une fidélité plus grande, en tout cas une attrition moindre des données qu'on a pu avoir. C'est une attrition qui est divisée par 2 pour un coût d'acquisition qui peut être un petit peu au-dessus, ça va dépendre des structures, mais en tout cas, voilà, il y a une vraie réflexion autour de ça et le levier digital, enfin le levier d'acquisition de lead est vraiment un moyen intéressant qui est arrivé de manière un petit peu imposée par un contexte non contrôlé par la plupart des gens. Et en tout cas, ça a vraiment permis de travailler aussi cette construction de rentabilité long terme. Donc, si on résume un petit peu tout ce qui s'est passé sur ces 3 premières phases, on a travaillé avec l'UNHCR à évidemment une recherche de rentabilité, c'est de toute façon le sujet de notre atelier, donc il faut mieux qu'on mais qui ne met pas de côté l'acquisition de nouveaux donateurs. On n'était pas sur une forme de repli, pour le dire comme ça, sur les choses qu'on connaît et qui sont certaines, mais tout de suite, en fait, une réflexion sur le ROI au global, sur le ROI long terme et pas uniquement à l'instant T, avec du coup du travail, un travail très marqué sur l'acquisition de nouveaux donateurs. Finalement, ce qui a été fait à l'UNHCR et ce qui est un petit peu un ovni, pour le dire comme ça, par rapport à d'autres structures, c'est que les questions de fidélisation, elles ont été mises, je ne vais pas dire de côté, mais au second rang. C'était vraiment une réflexion pour construire son ROI, basée d'abord sur l'acquisition de nouveaux donateurs. La fidélisation, de toute façon, elle va se faire, mais il va falloir qu'on réfléchisse en amont beaucoup plus à comment on travaille l'acquisition de nouveaux donateurs et de nouveaux donateurs intéressants et qui vont rester fidèles. On est sur aussi une construction de la rentabilité digitale appuyée sur les leviers médias. On n'est pas uniquement sur des cycles email, c'est pour ça qu'on ne voulait pas forcément trop en parler. C'est vraiment donc
Le levier média, un poste de dépense évident versus envoyer des mails, donc pas que ce soit gratuit, mais en tout cas, ça engendre moins de frais. Donc voilà, pensez en fait à dépenser beaucoup pour pouvoir avoir une rentabilité qui est nécessaire pour la construction d'une collecte long terme. Et aussi un travail sur les différents cibles, avec en parallèle le don ponctuel et le PA. On n'était pas sur sécurisé par le PA et puis avoir du flux par le don ponctuel, mais en fait, le don ponctuel permet toujours à l'UNHCR, là aussi, cette sécurisation et ce ROI toujours plus grand. Pas uniquement parce que les investissements médias sont potentiellement moindres pour avoir un donateur ponctuel versus un donateur en PA, mais aussi parce que au sein de l'UNHCR, avec tout un travail de réflexion sur les comportements des donateurs, les cibles, etc., il y a vraiment eu cette réalisation que les donateurs ponctuels qui sont rentrés restent fidèles, sont intéressants, finalement vont s'engager de telle et telle autre manière, etc. Ça implique bien entendu des stratégies médias et des canaux qui ne sont pas les mêmes, en tout cas des leviers qui ne sont pas les mêmes pour aller récupérer ces différentes cibles, mais une réflexion qui permet du coup de travailler tous les piliers de la collecte de manière parallèle. Et voilà, donc depuis septembre 2020, nous sommes en phase 4. Finalement, on a vu comment est-ce qu'on pouvait élargir nos audiences, comment est-ce qu'on pouvait aller plus loin, comment est-ce qu'on pouvait aller chercher un meilleur ROI, plus de volume. Mais finalement, on s'est aussi rendu compte, et notamment pendant ce mois de juin, où il y a eu un drop sur le ROI, que c'était quand même tout ça très lié aux urgences. Et quand on parle d'urgence, on parle vraiment d'urgence médiatisée, d'urgence dont on parle beaucoup et qui capte l'attention, parce que évidemment, on est tous très nombreux à travailler sur des urgences qui ne sont pas médiatisées. Donc vraiment, là, on parle de celles qui font la une et qui mobilisent beaucoup. Donc finalement, on est depuis toute cette année 2020 un peu particulière dans cette réflexion de comment est-ce qu'on peut continuer à trouver cet équilibre financier qui, là, se fragilise un peu parce qu'on a décidé d'accepter de dégrader notre ROI, de fixer un ROI minimum en dessous duquel on ne voudrait pas descendre, donc qui va être tiré par le haut par ce fameux pilier 1, ces trois canaux de performance, de conversion directe, mais quand même d'essayer d'aller capitaliser sur des leviers un peu plus de prospection pour continuer à se faire connaître, continuer à s'étendre, continuer à améliorer notre notoriété et notre sensibilisation auprès de notre cause. Donc voilà, cette nouvelle phase, elle n'est pas vraiment sans questionnement. Finalement, comment est-ce qu'on peut ajuster au mieux les investissements sur les différents leviers? En urgence, on l'a vu et on le sait désormais qu'on n'hésitera plus, s'il y a une urgence, à vraiment un peu ouvrir les vannes, quitte à prendre de l'avance en termes de dépenses budgétaires sur le reste de l'année. Ça peut être aussi très rentable parce qu'il y a d'autres périodes qui sont beaucoup plus fortes en termes de concurrence, comme la fin d'année. Donc, ne pas hésiter à vraiment taper un coup fort en ces moments-là. Mais hors urgence, comment faire? Et pour cela, on commence à se poser la question finalement des KPIs. On avait parlé beaucoup au départ de ROI, ROAS, de volume. Et finalement, en fait, on se dit que, comme ce qu'Anne disait, on a cette réflexion sur la qualité de nos donateurs ponctuels, donc une très, très grosse partie des nouveaux donateurs qui viennent par toutes ces opérations d'achat média. Et on ne regardait jusque-là pas vraiment la qualité de ces donateurs. On cherchait vraiment du volume et de la rentabilité à très court terme. Mais on se rend compte que si on fixe, nous, un don moyen, qui est pour nous un don moyen par lequel le donateur, donc a un don de, je dis au hasard, 50 €, à partir de 50 €, si c'est le montant du premier don, le donateur sera fidèle et aura une proportion plus forte à faire un deuxième, troisième don, etc. Plutôt qu'en dessous, finalement, rajouter une notion de don moyen ou en tout cas quelques indicateurs de votre association qui permettent vraiment d'établir la bonne LTV serait un indicateur intéressant à suivre pour améliorer notre rentabilité sur le long terme. Donc effectivement, la démarche qu'on met en œuvre aujourd'hui avec l'UNHCR, c'est vraiment de réfléchir
en termes de LTV, donc de lifetime value, pour toujours améliorer la qualité des donateurs dès leur entrée. On va travailler donc les audiences, les parcours et cette notion, encore une fois, de valeur. Les audiences, c'est réfléchir aux multiples cibles qu'on peut travailler. Il y a les cibles évidentes, il y a celles qui le sont moins. Donc, comment on fait en travaillant en cercle concentrique pour aller toujours vers pour aller toujours vers de nouvelles audiences et tout en gardant bien sûr des audiences qui sont intéressantes et pertinentes pour nous. Le parcours, adaptation des contenus et des points de contact, c'est un petit peu ce qu'on vous présentait tout à l'heure avec les stratégies display et notamment, on parlait surtout de retargeting, mais en fait, ça, on peut le faire de manière plus large. On peut travailler sa donnée, on peut travailler les parcours, dès l'amont, pas forcément uniquement au moment du retargeting, mais déjà dans la partie display, par exemple, en se disant, la cible X qui est composée de, je vais dire n'importe quoi, de personnes intéressées par l'actualité dans la zone Asie du Sud-Est et particulièrement des hommes, on va proposer tel type de création, alors que des personnes qui vont être sur une autre cible, on va leur proposer d'autres types de créations et peut-être, si c'est une cible un petit peu plus âgée, des choses un petit peu plus immédiates, c'est une cible plus jeune, peut-être plus de vidéos, des choses comme ça. En tout cas, on travaille les différents points de contact et les contenus qui sont liés. Évidemment, recherche de la meilleure valeur pour chaque contact, c'est de se dire, dans cette définition d'audience et de parcours associé, il va y avoir une audience principale qui nous semble être celle qui sera la plus appétente à faire le meilleur don moyen possible. On va la rediriger assez rapidement vers un formulaire de don avec une grille de don qui sera de temps. Et en revanche, telle autre audience, elle est plus éloignée de nous, elle est composée d'une cible peut-être un petit peu moins aguerri à l'acte de don en soi, on va peut-être commencer sur quelque chose un petit peu plus, une grille un petit peu plus faible, etc., etc. Donc, c'est vraiment une réflexion dès l'entrée tournée autour du don moyen, parce que, comme le disait Marie, il est vraiment extrêmement révélateur de la valeur future de chacun des donateurs qu'on va pouvoir faire rentrer. Donc, pour faire ça, c'est vraiment un travail de data qui nous aide et qui nous permet d'aller plus loin. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter, en espérant que vous arriviez à entendre cette vidéo, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes de son avant, d'écouter Charles vous parler de comment on fait pour travailler sa data. Bonjour à tous, Charles Envaux pour Orexa Media, spécialiste de l'achat programmatique et plus particulièrement de tous les aspects ajout data aux achats médias sur le digital. Je vais vous parler rapidement au final de ce qu'est l'achat avec de la data et je vais parler de deux datas différentes, la data propriétaire de l'annonceur, donc la vôtre, et la data tierce, donc qui est fournie et qui est traitée par des acteurs tiers du marché publicitaire et que nous injectons comme condition publicitaire sur notre achat média digital en programmatique. L'idée, au final, c'est de vous expliquer quels sont les points d'entrée, comment nous traitons et quelles sont les opportunités, surtout, de l'ajout d'une data à notre achat média. Il faut bien comprendre tout d'abord qu'il en existe des pléthores de la data. Votre data à vous, la plus précieuse, que nous utilisons dans les achats publicitaires, dans les campagnes qu'on appelle de retargeting, et qui vont nous permettre au final de capter une audience, de segmenter cette dernière, pour au final en tirer la meilleure valeur, et d'exploiter avec des profils jumeaux sur cette audience qui est la plus intentionniste, car elle est donatrice auprès de votre association, d'exploiter sa plus grande valeur et d'identifier les points de contact les plus chauds sur le web. Avec ces grands apprentissages, nous allons constituer auprès de nos partenaires différents critères pour sélectionner une data qu'on appelle tierce, qui donc n'est pas une data, n'est pas une personne au final, qui est présente sur votre site, qui a déjà donné, mais une personne qui est en affinité, qualifiée auprès de dons qui ont été suivis auprès d'autres organismes notamment, mais au-delà avec d'autres points également, on va retrouver des conditions de revenus, on va trouver des conditions d'affinité sur des causes sociales et culturelles par exemple. Nous allons capter cette data, nous allons l'appliquer comme condition publicitaire dans notre achat et nous allons, au travers de stratégies de retargeting qui sont dédiées à ces pools d'audience, nous allons mettre un score en face qui va nous permettre de vous générer un trafic qui est de meilleure qualité et qui est le plus à même à venir transformer sur votre site. Donc voilà, très rapidement en fait, il faut bien comprendre que l'achat média aujourd'hui, quand on lui ajoute de la data, ça nous permet de générer un mix média qui est vraiment le plus intéressant et qui a le plus de valeur, car il nous permet de toucher des personnes qui sont les plus en affinité auprès de votre cause.
C'était Charles pour Orixa. Et on remercie Charles pour Orixa. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va recouper, ça suffit. De côté Orixa, on voulait simplement faire un point sur ce que le travail en fait avec l'UNHCR nous a apporté, parce que on parle beaucoup donc de ce que les agences font pour les structures qu'elles accompagnent, mais il y a aussi beaucoup d'apports qui sont retirés par les agences de cet accompagnement-là. Nous déjà, ça nous a permis de vraiment concevoir et piloter les campagnes d'une manière assez différente, non pas qu'on ne le faisait pas initialement, mais de manière en tout cas beaucoup plus suivi, piloté et aussi formalisé, donc avec vraiment un plan de développement global qui regroupe toutes les actions médias digitales, avec des indicateurs spécifiques pour chacun des leviers, en fonction de leurs diverses utilités, de leurs diverses cibles, etc. Et aussi la recherche d'un ROAS global pour une vision plus large, la meilleure compréhension du rôle du display. Nous, on le comprenait bien, mais en tout cas sur comment on peut justement l'appréhender et le faire appréhender par les structures qu'on accompagne. Aujourd'hui, ce que disait Marie, l'UNHCR s'est fixé un ROI, un ROAS plancher, en dessous duquel on ne descend pas, mais à l'intérieur de ça, le mix média qu'on va faire va peut-être entraîner du coup que le fait que sur tel levier très spécifiquement, on est bien en dessous de ce ROS global et sur d'autres, on est bien au-dessus, et c'est justement cet équilibre-là qui nous permet de piloter les choses tout en gardant en tête qu'il y a la recherche de ROI, la recherche de volume, la recherche de valeur. Et aussi, voir comment des leviers, comment mettre en forme le fait que le travail sur la communication va créer de l'incrémental sur la partie plus performance, conversion, etc. L'autre chose que ça nous a apporté, ça va être des améliorations technologiques sur les choses qu'on met en œuvre, les dispositifs qu'on a chez nous, notamment sur la partie acquisition de leads. En travaillant avec l'UNHCR depuis un bon moment sur cette question-là, comme je disais tout à l'heure, on a vu l'importance de vérifier la qualité des données. Du coup, en travaillant encore une fois avec l'UNHCR et les équipes dédiées à l'acquisition de leads, on a mis en place des méthodes de vérification de la qualité des data. Sécurisation toujours plus grande de nos outils, dans le plus grand respect des RGPD évidemment, et la fluidification de la transmission des données entre parties prenantes, ce qui était assez nécessaire pour avoir justement une réaction qui soit la plus rapide possible d'un côté comme de l'autre. Je voulais vous parler de choses qu'il restait à faire pour le HCR, mais je vais faire ça, je vais à moitié le faire. Si vous avez des questions, on y reviendra après. Simplement, il y a des choses qui ne sont pas possibles à travailler aujourd'hui au sein de l'UNHCR pour des raisons de structuration et d'organisation globale de l'UNHCR, pas que France en fait. Et donc, le pôle collecte de fonds n'a pas la main sur la totalité des choses. Mais quoi qu'il en soit, un point extrêmement important pour pouvoir travailler sa rentabilité long terme et en fait réussir à diminuer sa dépendance aux investissements publicitaires ou voir les investissements publicitaires comme les leviers de croissance sur une base qui est déjà encore plus solide, c'est de travailler son référencement naturel. Donc, en travaillant à la fois sur la partie contenu, la partie technique, la partie notoriété, légitimité, etc. Popularité, voilà, c'était le terme. On peut arriver à faire de belles choses qui nous permettent de réduire cette dépendance aux investissements publicitaires. Autre point qui peut être intéressant, c'est de travailler vraiment pour le coup un ROI à très 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 long terme, mais vraiment la diversification des ressources qui peut passer aussi par une réflexion autour des libéralités et comment là aussi le levier, le média digital peut être au service de la croissance des libéralités, ce qui n'est pas forcément immédiat à l'esprit de chacun parce que on le sait, accroître le nombre de demandeurs d'informations et de promettants derrière, ça passe beaucoup par du relationnel très serré, mais le média digital peut lui aussi participer à cette croissance-là. Je ne rentre pas plus dans les détails, sauf s'il y en a parmi vous qui ont des questions, on pourra le voir ensuite. On vous fait un petit résumé très rapide. Merci beaucoup Anne-Marie. Nous avons beaucoup de questions et pour commencer un petit commentaire suite à votre sondage où Charline nous précise également que parmi les indicateurs de performance sur la collecte digitale, elle prend en compte également le taux de conversion. Oui. Question de Céline, pensez-vous que Facebook soit encore un levier intéressant pour le ROI ?
Alors, c'est une très bonne question et en fait, oui. La réponse, c'est oui. Facebook est un levier toujours intéressant pour le ROI. Aujourd'hui, alors pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une plus grande connaissance de comment bien travailler sa publicité sur la plateforme Business Manager de Facebook. Donc, voilà, tout le monde se professionnalise sur la question et on arrive à avoir de très très belles performances sur le sujet. L'autre point qui compte beaucoup, c'est finalement le changement dans les utilisateurs de Facebook. Aujourd'hui, ce n'est plus une plateforme qui est jeune. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il y a une part toujours plus croissante de personnes qui correspondent au profil de nos donateurs. Donc finalement, on sait qu'on peut aller trouver, et ce d'autant plus avec les années qui passent, la cible qui nous intéresse sur Facebook. Et encore une fois, il y a tout ce travail de collecte de données internes à Facebook qui permet du coup d'être dans un univers où il y a de plus en plus de data qu'on peut croiser pour aller faire du ciblage extrêmement précis. Donc oui, Facebook est toujours un levier extrêmement intéressant pour le ROI. Et je compléterais par, c'est vrai que sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on a une attention aussi au contenu qui est différente que sur un site web où on va lire un article et on va être exposé à beaucoup de bannières sur les côtés qui ne sont pas forcément ce qu'on va regarder. Là, sur les fils d'actualité, du coup, la sensibilisation au message et le fait de pouvoir porter un message est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus puissant sur les réseaux sociaux. Très bien, merci. Alors, Laurence souhaiterait savoir comment est-ce qu'on augmente le trafic dont vous avez parlé dans la phase 2. Et puis, David voudrait savoir quels sont les outils que vous avez utilisés pour le retargeting. Alors, augmenter le trafic sur un site internet, on peut le faire de plein de manières. Vraiment, tous les leviers médias servent à ça. Après, ça dépend ce qu'on veut comme type de trafic, ça dépend vers quoi on veut rediriger ce trafic, ça dépend l'utilité qu'on cherche et le but, l'objectif final. Si c'est dans une logique de don, on va aller mettre en place des stratégies qui vont reposer sur des leviers de display, donc de la programmatique, de l'habillage, des vidéos, etc., pour aller chercher un public large, mais en travaillant encore une fois cette data pour que ce public ne soit peut-être pas aussi large que ça et soit très en cohérence en fait avec la page vers laquelle on va le rediriger et ce qu'on veut tirer de ce trafic-là. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est travailler des leviers qui vont être ce qu'on appelle haut de funnel, donc qui vont être vraiment sur la construction d'une notoriété, chercher un public large, y ajouter de la connaissance data pour ne pas être trop large et amener les personnes à faire ce qu'on veut faire. Sur le retargeting, alors, pour faire du retargeting, on peut en faire sur plusieurs médias. On peut le faire via le social, on peut le faire en display. On peut un peu le faire aussi dans Google Ads, donc en search. Là où ça va être effectivement le plus classique et le plus pertinent, c'est en social comme en display. On peut retargeter plusieurs types de populations. On peut retargeter la base de données d'une structure. Donc là, on récupère de manière sécurisée, évidemment, les adresses mail des donateurs. Et puis, on va aller les chercher dans leur parcours digital pour leur adresser des annonces qui sont en lien avec faire un don pour l'UNHCR. On peut retargeter des personnes qui visitent le site, la LP, une LP très précisément, le formulaire et qui ont visité le formulaire de don sans convertir. Là, ça repose sur la pose de pixels qui nous permettent effectivement de traquer le fait que tel cookie est allé sur la page et puis telle personne a accepté les cookies. On repère ce cookie via les pixels et derrière, on va aller le retargeter de manière un peu spécifique. Là aussi, donc soit en social, soit en display via la plateforme DV360 pour nous. Après, il peut y avoir d'autres manières de le faire. Très bien. Alors, Audrey voudrait savoir, donc vous avez évoqué avoir mené une réflexion en termes de technologie pour travailler la qualité du lead. Qu'est-ce que vous avez pu optimiser à ce niveau-là ? Alors, de notre côté, effectivement, pour faire l'acquisition de lead, on a développé une solution propriétaire qui s'appelle GeneLead. Donc, c'est un outil dans lequel on va récupérer des leads via notre achat média. Pour en vérifier la qualité, on a mis en place des technologies de ping email ou ping téléphone. Donc, ça, en gros, si je prends l'exemple du téléphone pour rebondir sur le sujet du lead to call, ce qu'on fait avec l'UNHCR, on va vérifier
dès lors que la personne a rempli son petit questionnaire, son formulaire, sa pétition, etc., on va vérifier que le numéro de téléphone qui est indiqué correspond à un abonnement quelque part en France. Du coup, c'est une technologie qui permet de faire ça. L'email, c'est la même chose. On vérifie que cet email il existe quelque part. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la qualité du lead, on se rend compte avec le temps qui passe qu'elle dépend aussi du levier, du point d'entrée par lequel ce lead arrive jusqu'à nous. Donc on sait que si on veut des données qui soient les plus propres possibles, tel levier média va mieux fonctionner que tel autre parce que typiquement, si je prends l'exemple du Lead Ads, qui est du coup un formulaire qu'on peut remplir via Facebook, dans l'univers de Facebook, comme les personnes ont souvent rempli à un moment leurs données sur leur compte Facebook, que ce soit mobile ou ordinateur, et ont enregistré leurs données pour plus avoir jamais à taper leur adresse email quand elles sont sur Facebook, on est assez certains que la donnée, l'email est juste. Et là, en plus, depuis quelques années maintenant, Facebook a proposé ce qu'on appelle l'authentification à double facteur pour pouvoir se connecter sur un nouvel appareil. Ouais. Souvent, on reçoit un SMS, il faut remplir le truc, ou on l'a validé sur son appli. Bref, à un moment, on a rentré son numéro de téléphone. Donc, en fait, si on a fait ça, on sait là aussi que le numéro qui est pré-rempli sera bon. Et très peu de gens vont intentionnellement effacer et mettre un autre numéro. Voilà, puis après, il y a plein d'autres choses qui sont faites, mais principalement, on va dire, ce sera celle-là. Merci. La prochaine question, donc Charline souhaitait savoir sur combien de temps l'attrition est divisée par 2. Et je vois que Pascal a répondu 1 an. Ouais, effectivement, donc là, on continue à parler du lead to call. Aujourd'hui, on voit que pour les PA qui rentrent via du lead to call, on va avoir une attrition au bout d'1 an, donc une attrition à 12 mois, qui va être plutôt entre 14 et 15%, alors que pour les PA qui proviennent du street, on est plutôt entre 30 et 35. C'est pas le cas pour toutes les structures, c'est pas le cas tout le temps, mais les moyennes sont celles-ci. On va avoir à peu près 2% d'attrition par mois sur les premiers mois d'entrée de la personne, et puis petit à petit, on va passer plutôt à 1. Merci. Garance nous demande quel est le volume minimum de contacts base donateur qui est nécessaire pour travailler sur une audience tiers. Pour travailler sur, j'ai pas bien entendu sur. On intègre sa base de données. Oui, alors oui, pour pouvoir intégrer sa base de données et travailler l'audience de cette manière-là, il faut qu'on ait à minima un reach de 1000 personnes. Donc en fait, il faut que la structure ait à minima 2000 contacts. Parce qu'après, on intègre ces contacts-là dans les plateformes avec lesquelles on travaille, et il va y avoir ce qu'on appelle un reach. Il va falloir retrouver un identifiant qui correspond à telle adresse email. Et ça, on sait qu'en moyenne, on ne va pas avoir tout le monde, on va avoir la moitié en moyenne. Du coup, il faut au moins 2000 personnes, parce qu'il faut au moins 1000 personnes pour constituer un segment en soi dans les différentes plateformes d'achat média. Et une dernière question d'Audrey. Donc, l'UNHCR est une marque relativement connue. Est-ce que vous pensez que pour une marque non connue, les résultats peuvent être aussi bons et rapides en display et programmatique? Je suis très contente que ce soit considéré comme une marque connue. Ça l'est très peu. On a, alors j'ai vraiment plus les chiffres en tête, mais on a une notoriété spontanée ou assistée qui est quand même très faible. Donc, pour nous, c'est vraiment un enjeu. Cette faible notoriété est un enjeu. Donc oui, clairement, cette stratégie, elle fonctionne pour des marques qui ne sont pas connues. Parce qu'après avoir fait plusieurs études avec différents organismes justement pour estimer de sa notoriété, on ne fait pas partie des plus connus du tout, voire pas du tout dans un top 10. Donc oui, ça marche parfaitement, et au contraire, ça permet peut-être inciter plus sur un message de sensibilisation sur les actions qu'on mène plutôt que sur une marque, et donc petit à petit se construire comme ça. Je rajouterai un point à la réponse de Marie, qui est peut-être un point spécifique, en tout cas qui a été mis en place, une chose qui a été mise en place par l'UNHCR est aussi très importante dans la construction et dans la réussite en fait de la collecte digitale de l'UNHCR, c'est de ne pas avoir peur initialement d'investir, sans forcément sortir des sommes
monstrueuse, mais la construction de sa rentabilité, donc de sa collecte sur le web dépend du coup, et on l'a vu, de leviers qu'on appelle au tunnel, donc de display, etc., etc. Et pour pouvoir être positionné dessus de manière un peu forte alors qu'on n'est pas connu, il faut y aller un petit peu voir. Donc il ne faut pas avoir peur, mais après ça se retrouve et on le voit dans les chiffres ici. Les résultats sont bons. Cet investissement initial qui est un peu fort, si c'est bien piloté, ça fonctionne bien. Il ne faut pas avoir peur de tester absolument tout ce qu'on peut. Si on a une base solide, si on a cette espèce de pilier avec ces trois canaux qui nous permettent d'apporter une certaine rentabilité, il faut tester, oublier ses préjugés sur différentes actions, différents leviers qui pourraient ne pas fonctionner et justement se dire, bon, je mets un biais sur tel type de levier et j'essaye et peut-être que j'aurai une bonne surprise et que ça fera partie du coup de mes bases pour les prochaines années. Le test, c'est un peu la clé de justement de tout ça pour innover, pour aller plus loin et pour construire sa rentabilité. Oui. On vous a mis de toute façon un léger résumé en 5 points des choses qui vous permettent de construire votre rentabilité web. Je pense qu'on a déjà dépassé le temps, donc je ne suis pas sûre qu'on nous laisse en dire beaucoup plus, mais vous avez peut-être déjà eu le temps de tout lire 12 fois depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on a dépassé un tout petit peu, mais si vous voulez faire un petit résumé, un petit mot de la fin, pas de souci. En résumé, je vais lire ces 5 points. C'est ce qu'on s'est dit. Il faut tester autant qu'on peut, sans aller en dessous de justement ce ROI minimum en dessous duquel on ne voudrait pas descendre. Et pour ça, il faut oublier un peu ses intuitions, il faut oublier ses usages, il faut tester et laisser parler la data et laisser parler les données. Il faut connaître sa data, tant d'un point de vue annonceur, parce qu'il faut savoir en fait quel est le type de meilleur donateur qu'il faut aller chercher et communiquer avec son agence, en parler avec son agence. Et l'agence doit évidemment connaître sa data de l'autre côté, parce que sinon c'est quand même un peu compliqué. Il ne faut pas craindre l'acquisition. C'est sûr que la fidélisation, c'est une source de sécurisation, mais l'acquisition est vraiment, vraiment très importante. Et sur de l'achat média digital, il ne faut pas la craindre, il faut essayer d'y aller et même sur des marques peu connues comme nous, on peut y arriver. Si on trouve le moment opportun, il ne faut pas hésiter à vraiment ouvrir un peu les vannes et refaire son plan média annuel plusieurs fois par an pour coller au mieux aux différents moments. Pas hésiter à aller chercher différentes cibles et ça, on en a parlé. Donc, moi, vraiment, côté donateur ponctuel sur spécifiquement l'achat média, mais avec le to-call aussi, vraiment, le digital peut servir aller chercher tout type de cibles différentes, même pour des libéralités à très, très, très long terme. Et voilà, mot de la fin, trouver un bon prestataire avec qui on peut refaire 5 fois par an son plan média annuel et surtout avec qui on peut construire et réfléchir ensemble à ces idées, à ces stratégies, à toutes ces réflexions que l'on va mener au fur et à mesure parce qu'étant une structure assez jeune dans la collecte, finalement, tous les 6 mois, en fait, il se passe quelque chose et on n'a pas d'historique et il faut réfléchir ensemble, il faut reconstruire, il faut retester. Voilà pour ça. On voulait que vous nous posiez des questions, vous l'avez fait. Si jamais vous en avez encore suite à cette présentation, bien sûr, vous pouvez nous écrire de manière différenciée ou à nous deux en même temps. On vous mettra nos contacts dans le chat juste après. Et je voulais juste un dernier mot de mon côté. Aujourd'hui, on a une petite actualité côté Orixa Fundraising, donc je me permets. On vient de sortir aujourd'hui la première édition de notre livre blanc sur la collecte de fin d'année. Donc là, on s'est basé sur l'analyse de plus de 45 campagnes qu'on a mené en décembre 2020 pour voir finalement quelles sont les stratégies qui ont le mieux payé finalement dans cette année-là, quels enseignements on peut en tirer et du coup, comment vous allez pouvoir demain réfléchir à votre campagne de fin d'année 2021 grâce à ces analyses-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller le télécharger sur notre site dont l'adresse est au-dessus de cette magnifique page de couverture. Super, super. Merci vraiment beaucoup. C'était super passionnant, très, très précis. Merci beaucoup, Anne de Orixa Fundraising et Marie-Potesse Bourgeois de UNHCR. On vous apprécie beaucoup d'être passé sur le séminaire. Merci beaucoup aux bénévoles également, Camille et Marina, et merci à vous, participants. Une petite pause avant le prochain atelier et n'hésitez pas, comme on le répète, de passer sur la photo booth et de vous amuser un petit peu et de prendre contact avec les intervenants qui vous intéressent.
dont Anne et Marie, si possible. Et je vous souhaite un excellent après-midi. On vous apprécie beaucoup d'être passé sur le séminaire. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Au tout revoir. le monde.